Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, très content de vous retrouver. Merci infiniment pour les plus de 700 commentaires que j'ai reçus. J'ai essayé de répondre à tout le monde. Et puis merci aussi à ceux qui ont perdu leur contrôle et qui ont été excessifs dans les propos, voire injurieux en ce qui me concerne. Je leur pardonne effectivement puisque je m'expose, donc c'est normal aussi que les gens aient le droit de réagir et d'envoyer des commentaires. Je vous demanderai simplement de rester très réservé, très courtois, quelles que soient les émotions que pourrait susciter cette vidéo, qui a fait d'ailleurs des milliers de vues. Je vous remercie infiniment. Merci pour les partages également, les pouces levés qui font remonter la visibilité de cette petite vidéo. J'avais l'intention au départ, chers amis, d'enregistrer cette vidéo dans la bibliothèque municipale, puisque j'aime beaucoup ce lieu de tranquillité aussi. Et alors je ne l'ai pas fait pour pas gêner les étudiants qui sont sur place, bien évidemment. J'ai préféré cette cafétéria où je fais souvent mes vidéos. J'aurais voulu le faire quand je me suis retrouvé dans la bibliothèque tout à l'heure, je me suis rappelé un livre formidable et un auteur extraordinaire italo-américain qui s'appelle John Fante, qui est absolument prodigieux pour moi, qui n'est pas assez connu. John Fante qui raconte dans sa vie d'écrivain, de recherche, d'inspiration et d'éditeur aussi, il raconte un peu sa vie et il y a un passage dans un de ses livres où il parle de la bibliothèque municipale où il se trouve du côté de Los Angeles et c'est absolument magnifique, la description de cette ambiance aussi et la relation qu'il a aussi avec les responsables de cette bibliothèque. Donc dans cette bibliothèque municipale, j'avais envie d'enregistrer cette petite vidéo pour m'inspirer et du coup, puisque la précédente vidéo avait suscité de l'émotion et je peux la comprendre évidemment, concernant les trois trissotins, les affreux Jojo, les trois moustiquaires, les trois moustiques dont je parlais auparavant, à savoir le mytho, l'escroc et la racaille, que j'avais cité, évidemment avec un ton décalé, évidemment. Enfin, pour la racaille, je maintiens quand même, puisque le Sifaoui est quand même mis en examen, suivi pour un détournement, une forme de corruption de 300 à 400 000 euros, et son comportement voyou en face du Sénat lorsqu'il a été interrogé. Bref, en étant dans cette bibliothèque, je me suis rappelé quelques noms de grands écrivains que je voulais vous soumettre. John Fante, évidemment, l'immense Ernest Hemingway, qui disait, Ernest Hemingway, une citation que j'aime beaucoup, qui disait « C'est dans la blague que commence la pourriture ». Et je pense que la pourriture commence un peu à s'étendre partout et il va falloir veiller à ne pas être contaminé par cette pourriture. Je pensais aussi à Philippe Lemoine, qui est un penseur et qui parlait des médias aujourd'hui, l'intoxication, l'inflation des médias, les contradictions, les prétextes à créer de la polémique ou du buzz sur absolument rien et qui brouillait les pistes et qui créait une espèce de pathologie généralisée chez tout le monde, qui fabriquait une espèce de maladie mentale où les gens n'avaient plus le discernement pour savoir mettre des priorités sur les informations et les choses et créer un tumulte qui a rangé le système, ce tumulte, pour justement mieux magouiller, bidouiller, etc. À une heure où les sociétés, le fonctionnement des sociétés, leur gestion mériterait de la lucidité, de la tranquillité, eh bien les médias apportent de la confusion, enfin une confusion contrôlée évidemment pour servir leur maître. Bref, la littérature peut-être peut nous remettre un petit peu d'accord tous ensemble. Alors, dans cette bibliothèque, je pensais à Ernest Hemingway, évidemment. Je connais aussi au prodigieux Scott Fitzgerald, qui a écrit Gatsby le Magnifique, qui est une merveille de chez Merveille. Et le livre, ça veut dire l'édition aussi. L'édition, il y a des noms d'éditeurs que j'aime beaucoup. J'aime le nom de l'éditeur Actes Sud, prodigieux, la finition des livres, etc. J'aime aussi cette petite maison d'édition qui s'appelle Les Liens, qui unissent le rapprochement, et si on nous entend, de nous comprendre, puisqu'il y a des hommes de bonne volonté un peu partout, ces hommes de bonne volonté et ces femmes de bonne volonté. J'aime bien aussi cette autre maison d'édition qui s'appelle Les Liens, qui rattachent. Mais j'aime beaucoup aussi celle créée par le regretté Éric Hazan. Éric Hazan était un type formidable qui est né à Paris, mais dont les parents, la mère était une juive roumaine et le père un juif égyptien. C'était un homme extraordinaire qui va notamment aussi militer pour le FLN pendant la guerre d'Algérie. Il était aussi chirurgien cardiovasculaire, Éric Hazan, et il était aussi celui qui va créer en 1975, membre fondateur de l'association médicale franco-palestinienne. Éric Hazan a créé cette maison d'édition et alors il était fou de littérature.
Il était fou du plus grand écrivain, du véritable génie pour moi de la littérature qui était Honoré de Balzac. Et il était passionné, Éric Hazan, de Balzac, et il a beaucoup écrit autour d'Honoré de Balzac, cet homme qui s'est cherché toute sa vie un univers et la richesse et qu'il n'a pas trouvé. Éric Hazan était fou de cet homme-là, et moi j'aime beaucoup Éric Hazan, et je voulais simplement vous rappeler de lire ce petit bonhomme qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, Éric Hazan. Et aussi évidemment de lire bien sûr Balzac. Je dis ça parce qu'on fait beaucoup de bruit sur le dernier prix concours qui pour moi ne vaut mais vraiment zéro, aussi bien sur le plan littéraire que même sur le plan même de la personnalité du gars que je trouve très, très bizarre, très opportuniste. Ce Kamel Daoud qui pour moi, voilà, alors je veux quand même vous dire que Louis-Ferdinand Céline, le plus grand styliste sur le plan littéraire du siècle, a raté le prix Goncourt en 1932. Et Dieu merci, Marcel Proust, lui, l'a obtenu en 1919. Mais quand on compare Marcel Proust, ou Louis-Ferdinand Céline et Kamel Daoud, on voit bien que tout se casse la gueule sur le plan littéraire, que ça devient un peu de la politique politicienne. Quand même, rappelez à ce monsieur, lorsqu'il est invité sur les plateaux télé comme Sifaoui, on ne lui parle jamais de la corruption, de la disparition de ces 300 000 euros dans le cadre du fonds Marianne. Vous aurez remarqué, on lui parle d'autre chose. On lui demande de baver sur l'Algérie, baver sur la politique algérienne, etc. Quand on invite Daoud, on ne lui rappelle jamais qu'il a fait au moins 2 victimes aujourd'hui. Sa femme, qu'il a agressée violemment à Oran en 1919, ça on ne le dit jamais. On ne dit pas non plus qu'il a violé la fille de Madame Saada, dont il a tiré l'histoire et qu'il a beau démentir, les faits sont là, ils sont factuels et tout ça va être prouvé encore incessamment sous peu. Et puis la troisième victime, j'ai envie de dire, c'est peut-être la littérature ou c'est peut-être l'Algérie qu'il trahit et poignarde, un pays qui lui a quand même tout donné. Voilà. Quant à l'autre, laissons un peu ça de côté, chers amis. Quand j'évoque par exemple, quand j'évoque par exemple la littérature, il y a des gens qui travaillent pour rapprocher les gens entre eux, qui ne restent pas bloqués uniquement sur la confrontation de l'Algérie ou de la France ou des anciens pays colonisés. Il faut quand même en parler et parler aussi des gens qui ont œuvré pour le rapprochement de tout ça. Alors j'ai envie de parler aussi d'une femme qui s'appelait Claire Etcherelli, qui est décédée l'année dernière, et vous la connaissez certainement par le biais de son livre sorti en 67 qui s'appelait Alice ou la vraie vie. Alice ou la vraie vie, qui est l'histoire. Alors elle est née à Bordeaux et elle raconte comment elle monte à Paris, cette fille qui est d'extraction ouvrière et qui se bat et qui raconte un peu sa vie. En fait, elle raconte un peu son histoire. Elle monte à Paris et elle tombe amoureuse d'un ouvrier algérien nationaliste qui s'appelle Ariski. Et elle raconte cette histoire prodigieuse de lutte ouvrière, de celle qui veut monter dans l'échelle sociale et qui est amoureuse aussi de cet Algérien et qui va connaître effectivement les brimades. Elle va raconter les rafles, les ratonnades à Paris dans ce livre-là. Et elle va et finalement, quand le film sort en 70, il est beaucoup plus visible. Et là, elle est victime des menaces de l'OS, justement l'OS. Vous avez ce poison qui ne crève jamais, celui du racisme, celui de la nostalgie coloniale. Et curieusement, cette OS n'est pas tout à fait morte et elle ressuscite régulièrement. En 75, par exemple, quand le film de Lakhdar Amina, Chronique des années de Braise, qui va être présenté à Cannes et qui obtiendra la Palme d'Or, eh bien, Lakhdar Amina et ses enfants, il se trouve, sera menacé aussi de mort par l'OS. Et d'ailleurs, la France va mettre, c'est Poniatowski à l'époque, Michel Poniatowski, le ministre de l'Intérieur, qui va mettre une protection autour donc de Lakhdar Amina pour protéger l'équipe algérienne du film. La même année sort un film prodigieux, et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a de grands acteurs comme Jean Carmé, même s'il tient un très mauvais rôle, le rôle du facho et du violeur, qui s'appelle Dupont-la-Joie. Dupont-la-Joie, c'est l'histoire d'un camping où ça se passe avec des Français moyens qui sont ensemble, et il y a une jolie femme qui est là, qui s'appelle Brigitte, et il y a des ouvriers algériens qui travaillent derrière. Et évidemment, lorsque la pauvre Brigitte va être violée et assassinée par Dupont-la-Joie, Jean Carmé lui-même dans le film, eh bien, tous les soupçons vont se porter systématiquement sur les 2 Algériens. Ils seront violemment tabassés. L'un des 2, d'ailleurs, dans le film, sera tué. Alors, allez voir le film, allez voir l'histoire. Dupont-la-Joie en 75. Ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur du film racontera que lorsque j'ai fait venir des comédiens pour
pour simuler la ratonnade sur l'ouvrier algérien qui s'appelle Larbi dans le film, je crois. Eh bien, quand j'ai dit couper au moment du film, il y avait une hystérie de ces figurants français qui ont continué à tabasser comme des fous le comédien, alors que c'était simplement une scène de tournage. J'ai vu que là-bas, il y avait une forme d'hystérie qui venait de nulle part, qui venait peut-être d'une espèce de fond raciste, anti-algérien, et cet auteur a été très surpris de la réaction de ces comédiens à qui il a dû hurler d'arrêter. Le comédien évidemment a été gravement blessé et le film a été interrompu le temps que le comédien soit soigné. Alors, péril en la demeure, certainement. Alors, beaucoup disent sans salle, effectivement. Moi, dès le début, j'avais dit, je pensais, moi, modestement, à la place où je suis, qu'il fallait surtout pas lui donner d'importance et qu'il fallait lui refuser le territoire, l'entrée, sachant son anémosité et surtout son anti-algérianisme primaire et même son islamophobie rampante, puisque il disait régulièrement, faut interdire les mosquées, l'islam égale islamisme, etc. Il dérapait souvent, il était excessif, et puis il avait des contingences aussi sans salle, ne pas l'oublier quand même. Je ne veux pas l'accabler. Avec l'extrême droite de l'extrême droite sans salle. Donc, effectivement, certains, on espère qu'effectivement qu'il lui arrivera rien, qu'il ait un procès juste, je l'espère en tous les cas. Et il n'y a pas de péril dans la demeure, il lui arrivera rien, il n'y a pas de peine de mort en Algérie, donc il se rassure, il n'y a pas de raison d'exécution et personne ne le souhaite, bien évidemment. On souhaite même sa libération très vite à Sansal, que cette polémique cesse. En parlant de peine de mort, j'aimerais vous rappeler 2-3 détails dont parle d'ailleurs Benjamin Stora, l'historien Benjamin Stora, qui raconte comment l'un des premiers condamnés à mort algériens, Ahmed Zabana, et son ami Abdelkader Faraj seront exécutés à la prison de Barberousse. D'ailleurs, actuellement, pour les Oranais, ils savent peut-être qu'il y a un musée qui porte le nom d'Ahmed Zabana, ainsi qu'un pont, je crois, Ahmed Zabana à Oran. Cet homme a été un des premiers exécutés à mort en Algérie. Alors pourquoi on l'a exécuté alors qu'ils étaient des prisonniers politiques, en général, les membres du FLN? Eh bien, certains pensaient, magistrats très durs, pensaient qu'il ne fallait pas leur donner l'honneur d'être fusillés. Il fallait les exécuter comme de vulgaires terroristes ou de vulgaires criminels. Ahmed Zabana, son cas est très particulier, puisque Ahmed Zabana, lorsque il arrive à la prison donc, de Barberousse, là où ici a été enfermé quelques 5 siècles auparavant Cervantes, l'auteur de Don Quichotte, eh bien, le condamné, Ahmed Zabana, est sur la planche, le couperet est prêt à tomber, et à un moment, je ne sais pas, quelqu'un crie « Le moufti est là », il n'a pas fait sa prière. Alors que, au moment où l'angoisse, certainement, l'angoisse de mourir est au sommet, eh bien, on extrait Ahmed Zabana de la guillotine. C'est Benjamin Stora qui raconte ça, un moment pénible, douloureux, d'une pression invraisemblable. On le ressort de la guillotine, il va pouvoir prier avec le moufti, on le ramène 3 minutes plus tard. C'est un moment d'exception, et d'ailleurs Pierre Messonnier, je crois, qui était l'exécuteur, qui était celui qui faisait fonctionner le guillotineur, il dira, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça, et la tension était au comble. Je pense qu'on a ajouté la panique totale à cet homme qui devait déjà être dans un sentiment de peur absolue avant cette guillotine. Eh bien, je disais, il n'y a pas de danger pour Sansal. Ce genre de crime, voilà, ce que c'est que la mort réelle pour Sansal, c'est de la prison. Ce sera peut-être une condamnation ou pas. En tous les cas, il n'y a pas de là en faire un plat. J'ai envie de dire que tout ça, cette agitation, j'ai envie de dire, c'est quand même une tempête dans un bénitier. Comme je le disais, l'Algérie, tout comme la France, est souveraine de juger par exemple Paul Bismuth, Sarkozy qui a voulu dissimuler son nom pour continuer à magouiller avec son avocat et pouvoir parler malgré l'interdiction de la justice. Personne ne remet en question la souveraineté de la justice française de juger un ancien président. Et d'ailleurs condamné récemment à un an de bracelet, et là repartir pour des choses très très graves concernant la destruction de la Libye et patati et patata. À cet égard, allez voir sur la chaîne de Mediapart le commentaire et surtout l'enquête exhaustive du prodigieux journaliste Fabrice Arfi, qui a travaillé pendant 10 ans sur cette affaire-là et sur bien d'autres choses entourant les secrets autour du septennat de Nicolas Sarkozy.
Je vous disais, pour calmer tout ça et pour avoir une atmosphère quand même fraternelle et travailler ensemble tout le temps, se renvoyer la responsabilité de ceci, cela, le devoir de mémoire, c'est un devoir absolu que tout le monde a le droit de faire et de pratiquer. Il y a des hommes de bonne volonté, général de Gaulle d'ailleurs, pour assainir un peu la situation entre la France et l'Algérie, en 58, va gracier 800 prisonniers, ce qui n'est pas rien effectivement pour apporter une atmosphère de discussion réelle. Je pense aussi à cet avocat, M. Tenger, je crois, qui était avocat, qui était magistrat en Algérie, qui démissionne à cause de la torture. C'est insoutenable. Il dit, nous pratiquons la même torture que je subissais à Nancy pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est absolument pas possible. Le général de la Bollardière qui démissionnera. Enfin, il y a tant de gens de bonne volonté qui essaient d'apporter des solutions et des mains tendues, comme cette maison d'édition, les liens qui unissent, les liens qui ratassent, ou la fabrique du discuter ou du vivre ensemble, du regretté Éric Azan. Je vous remercie infiniment et à très bientôt.